Vous croyez vraiment que ce film d'action n'est que du divertissement? Repensez-y. Imaginez la scène. Explosion au ralenti. Avion de la marine déchirant le ciel. Héros parfait. Et vous, là, sur votre canapé, en train de pleurer, vibrer, encourager. Mais ce qui ressemble à du cinéma est souvent une arme silencieuse, puissante, persuasive, cachée. Bienvenue dans le spectacle invisible de la propagande d'État. Au moment précis où les écrans s'allument, une chorégraphie méticuleuse commence. Chaque tir, chaque bande-son, chaque gros plan sur les yeux du capitaine, rien n'est laissé au hasard. Que vous le réalisiez ou non, un message très spécifique est conçu, façonné et vendu. L'objectif de la caméra a été soigneusement réglé, et le récit, approuvé par un homme en costume dans le Pentagone, a passé un filtre secret avant d'arriver jusqu'à vous. Mais comment en sommes-nous arrivés là? Où se situe la ligne fragile entre collaboration stratégique et manipulation sournoise? Et si je vous disais que derrière tant de blockbusters, il y avait un pacte? Vous voulez utiliser nos jets? Alors coupez cette réplique, changez cette fin. Voilà l'essence du divertissement comme outil de propagande. Un théâtre profond, avec des acteurs, des réalisateurs et souvent des militaires en coulisses. Le voyage commence avec l'Entertainment Media Office du département de la Défense. Un nom discret, presque bureaucratique, mais avec assez de pouvoir pour dire oui ou non au plus grand studio du monde. Toute production souhaitant accéder à du matériel militaire, du jeep à la frégate, doit obtenir la bénédiction de ce bureau. Et il ne s'agit pas seulement de logistique ou de rentabilité. La caméra peut transformer la vision du monde, et la machine cinématographique américaine a appris à l'utiliser pour créer des justiciers héroïques, des drones parfaits, des missions nobles. Tout est soigneusement emballé. Vous pensez que Top Gun n'est qu'un film sur des pilotes? Pensez à la réalité. Des centaines de recrues ont rejoint la marine après la sortie du premier. Et peu après est venu Top Gun, Maverick, encore plus grandiose. Une coïncidence? Difficile à croire, mais cette mécanique est alimentée par des échanges directs. Les studios offrent des scénarios. Le Pentagone fournit les moyens et l'approbation. En retour, ils garantissent là que l'image de l'armée est renforcée, sans critique. Les missions diplomatiques traumatisantes sont édulcorées. Les violations des droits sont effacées. Tout cela au nom du réalisme. Vous êtes-vous déjà demandé? Que seriez-vous prêt à sacrifier pour voir cette scène de bataille tellement réaliste? Comment réagiriez-vous en apprenant que la scène a été modifiée pour correspondre à l'image qu'ils veulent transmettre? Qui décide de ce qui est réaliste et pire, de ce qui est acceptable? Et voici le premier micro-conflit. D'un côté, votre désir ardent de plonger dans cet univers, de ressentir l'adrénaline. De l'autre, un contrôle presque invisible, guidant vos émotions, un silence programmé. Un jeu de séduction narrative et de pouvoir. Il existe un mouvement inverse, discret, courageux. Des réalisateurs et scénaristes qui ont choisi de renoncer au matériel réel, refusant la commodité logistique. Film après film, ils ont construit des décors fictifs, des réponses acérées. Le résultat? Des productions plus modestes, mais avec une liberté artistique totale. Le prix? L'austérité budgétaire? Pensez à Full Metal Jacket, Platoon, Apocalypse Now. Des films de guerre qui exposent le chaos, le conflit interne, la culpabilité, sans vétérans militaires souriant en gros plan. Quand le Pentagone déchire le scénario, que jette-t-il? La vérité? Le courage de montrer la souffrance humaine authentique? Les questions dérangeantes, capables de changer notre regard sur les guerres, les armées, le mal et la justice? Vous pensez que cela ne concerne que les grandes productions hollywoodiennes? Repensez-y. Le Pentagone étend son influence aux documentaires, séries TV, jeux vidéo, sur tous les médias touchant le jeune public. Un cocktail constant où la narration militarisée se mêle au divertissement grand public, avec un large auditoire. Imaginez un documentaire sur les drones.
images aériennes en haute définition, voix posée en narration, expliquant comment la technologie protège le monde. Précision chirurgicale? Clairement. Mais derrière cette douceur, des décisions soigneuses sur ce qui est montré et ce qui est caché. Combien de vies civiles ont été perdues? Pourquoi cette scène a-t-elle été coupée? Qui contrôle ce montage éditorial? Imaginez ceci. Vous regardez une bande-annonce. Un chasseur F-35 déchire le ciel. La caméra tremble dans le siège du pilote. Le héros vise un méchant et... Le logo du département de la Défense apparaît dans les crédits avec un remerciement discret. Ce remerciement n'est pas une simple courtoisie, c'est un paiement. Un paiement en soutien logistique, en matériel réel, en jets, en navires et en conseils spécialisés. Et surtout, c'est une manière subtile mais puissante de dire « Merci de nous montrer comme nous voulons être vus ». Le vrai pouvoir du Pentagone à Hollywood est dans votre regard. Sur un plateau de tournage ordinaire, il y a des dizaines de caméras, de lumières, de micros. Dans les coulisses, un agent du Pentagone tient un scénario. Il lit, souligne, écrit dans les marges, ça nuit à l'image des Marines. La scène sur les drones est désordonnée. Mettons cela en avant différemment. Ces annotations se traduisent par des coupes, des modifications de dialogue, des changements de personnages. Et voilà le film, estampillé DOD, avec ses approbations officielles, son matériel réel et une narration qui valorise une vision héroïque et douce de l'armée américaine. Histoire vraie, James Cameron et le porte-avions USS Abraham Lincoln. Pendant le tournage de Titanic, James Cameron a demandé à utiliser l'USS Abraham Lincoln pour une scène supplémentaire. Rien à voir directement avec les sous-marins, mais la demande a été acceptée. En échange, une approbation totale. Des scènes de sauvetage héroïques ont pu être filmées en lumière naturelle, avec des militaires comme figurants. Valeur de production? Inestimable. Mais surtout, légitimité. Vous, spectateurs, avez vu la scène et pensé « Waouh, regardez comme la marine est héroïque !» pendant que la machine de propagande institutionnelle triomphait. L'impact au quotidien. Comment cela vous affecte sans que vous vous en rendiez compte? Pensez au nombre de fois où vous avez vu des agents de la CIA ou de l'armée jouer les héros dans des séries, toujours avec la technologie dernier cri. C'est une appropriation de l'image militaire. Cela crée inconsciemment un environnement où les ravisseurs sont toujours les méchants et les agents du gouvernement toujours honorables. Même quand vous regardez un journal télévisé sur une intervention militaire, ce bourdonnement de controverses est gonflé par une narration préfabriquée. Nous protégeons la nation. Il se sacrifie pour vous. Demandez-vous, combien de fois cette version est-elle celle que le Pentagone voulait que vous entendiez? Micro-conflit émotionnel. Et si les choses étaient différentes? Imaginez qu'une production commence par des scènes de la guerre du Vietnam, mais refuse l'approbation militaire. Terrain vague, boue, souffrance, désertion. Où sont les jets? Où est la lumière? Un film pareil pourrait-il voir le jour? Trouverait-il une distribution? Maintenant, pensez à votre quotidien. Faites-vous confiance à ce qui vous est présenté? En qui faites-vous confiance? En une narration arrangée et brillante ou en la réalité brute, dure et ignorée? Exemple du quotidien, la série SEAL Team. Vous connaissez SEAL Team? Cette série montre des opérations tactiques, des vies en danger, la souffrance personnelle des militaires. Mais saviez-vous que la marine a approuvé tout le scénario? Qu'elle a fourni des chars d'assaut? Où est la limite? Où finit la célébration du sacrifice et où commence la propagande? En voyant un SEAL face à ces dilemmes, combien de fois avez-vous ressenti une vague de patriotisme immédiate? Réfléchissez maintenant. S'agit-il d'une identification à la personne ou à l'arme impressionnante qu'elle tient? La négociation silencieuse, ce qu'on gagne et ce qu'on perd. Dans le contrat symbolique entre Hollywood et le gouvernement, il y a une clause invisible.
vous vous engagez à ne pas montrer de critiques directes envers l'armée. Cela signifie effacer les récits sur les missions avec des dommages collatéraux civils, les traumatismes psychologiques post-guerre, les interventions politiques controversées. Ces sujets existent, mais arrivent rarement à l'écran. Le prix de l'authenticité est la liberté créative, ou inversement. Qui décide ce que le public mérite de voir? Qui choisit quelle vérité est hors sujet? Vous avez entendu les histoires des vétérans, au Brésil, aux États-Unis, partout, parlant de choses que personne ne peut expliquer? De ce que le jet a fait, mais dont personne ne parle? Ce silence évident. Ces vétérans deviennent des héros à l'écran. Dans la vie réelle, ils font face à des problèmes internes, des suicides, de la culpabilité, et peu osent en parler. Heureux sont les studios qui évitent ces sujets, grâce au Pentagone dans le scénario. Si cette vidéo vous a ouvert les yeux sur ce jeu subtil mais puissant, si elle vous a fait questionner ce que vous voyez à l'écran, faites ceci. Cliquez sur « J'aime », car la reconnaissance est la plus grande monnaie que nous ayons aujourd'hui. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Cela garantit que les prochaines parties vous parviendront, sans censure. Laissez un commentaire. Quelle scène célèbre pensez-vous avoir été approuvée par le Pentagone? Discutons-en. Votre participation n'est pas qu'un chiffre. C'est une partie active de cette révolution mentale qui commence maintenant. C'est votre voix qui aide à faire tomber ce rideau invisible. Imaginez l'obscurité d'une salle de cinéma. La caméra s'ouvre sur un soldat solitaire, fumant dans une ruelle abandonnée, sa respiration résonnant. La tension est presque palpable. Mais saviez-vous qu'avant même que cette scène existe, elle a subi des coupures et des ajustements imposés par une force invisible pour s'assurer que l'armée apparaisse en héros, pas seulement en protagoniste? C'est l'essence de ce que nous allons dévoiler maintenant. Comment l'esthétique militaire est raffinée, dramatisée et façonnée pour créer des héros que vous aimez et des récits que vous prenez pour vérité. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi tant de films de guerre ressemblent plus à des jeux vidéo qu'à la réalité? C'est parce que le Pentagone, le bureau d'Hollywood, ne se contente pas d'éditer, il stylise. Il transforme les scènes brutes du conflit en ballet visuel, explosions rythmées, ralentis héroïques, musique triomphante. Tout est synchronisé pour nourrir un sentiment de fierté nationale. Et que se passe-t-il quand nous consommons cela à répétition? Nous finissons par ressentir cette émotion de soldat comme si elle était la nôtre, sans questionner. Mais pourquoi cela est-il important? Parce que lorsque la souffrance quitte le champ de bataille pour devenir un spectacle, nous nous déconnectons de l'empathie. Nous devenons des moutons assistant à un défilé, acceptant le traumatisme des autres comme un divertissement épique. Avez-vous déjà remarqué cette distorsion? Il y a un moment curieux sur le plateau, le capitaine crie « Feu !» Et au lieu de voir du sang réel, nous voyons seulement des effets visuels méticuleux. Le soldat est touché et vole à 3 mètres, tombant au ralenti, le visage intact. Pourquoi cela? Parce que le risque réel est camouflé. La mort réelle est laide, sanglante. Elle crée du malaise. Et le public fuit le malaise. Alors, le Pentagone aide Hollywood à filtrer l'horreur, la transformant en spectacle cinématographique. Et là, vous vous demandez, qu'est-ce qu'on perd dans ce processus? Imaginez votre grand-père racontant des histoires de la guerre de Corée. Épaules tremblantes et voix nouée. Maintenant, allez voir au cinéma une scène de cette même guerre transformée en danse de jets et ovations massives. Avec qui vous connectez-vous vraiment? Avec la personne ou avec les faits? Cette distance entre le vécu et la mise en scène existe par design. Un film comme Black Hawk Down, par exemple, a eu un accès réel aux hélicoptères et aux soldats, mais a été coupé pour accentuer un héroïsme unanime. Les doutes moraux, le désespoir, le vide, presque absents dans la version finale approuvée par le Pentagone. L'émotion se concentre sur la puissance du dispositif militaire, pas sur l'humain. Et vous, en silence, absorbez ce récit.
Mais si quelqu'un disait qu'un film a failli montrer un massacre illégitime, si le scénariste insistait sur un dialogue sur la culpabilité post-mission, vous vous demanderiez, pourquoi cela n'est-il jamais arrivé à l'écran, malgré des preuves tangibles? Qu'est-ce qui a été censuré? Le niveau supérieur? Les jeux vidéo. Oui, les jeux de tir à la première personne. Vous avez déjà joué à Call of Duty, Battlefield, America's Army? Saviez-vous que beaucoup de ces titres ont été créés avec la consultation active de l'armée américaine, avec un soutien direct pour la création de cartes, les commandes réalistes, les dialogues et la technologie? Quand vous appuyez sur la gâchette et entendez « cible acquise », vous exécutez, d'une certaine manière, une chorégraphie militaire autorisée. La narration passe du cinéma à l'interactivité, et avec elle, le contrôle devient encore plus immersif. Mais il y a un point de bascule. Que se passe-t-il quand un jeu casse cet effet? Quand un studio produit un mode critique, dénonce des actions militaires controversées, expose des scénarios réels de destruction civile ou de guerre urbaine sale, il est purement et simplement ignoré ou retiré des rayons. Et cela lance une alerte. Le pouvoir ne réside pas seulement dans l'approbation, mais dans la censure déguisée. Et vous repensez, si ce contenu ne vous parvient jamais, qui décide de ce qui est sûr pour votre divertissement? Et qui profite de ce blindage émotionnel? Au final, il y a un paradoxe. Le Pentagone investit dans des ambassadeurs silencieux qui déguisent la propagande en adrénaline. Et nous, spectateurs, adorons ça. Chaque explosion résonne plus fort en nous. Mais jusqu'où cela est-il sain? Jusqu'où redéfinissons-nous le sens du courage, du sacrifice et de la vérité? Alors, maintenant, en regardant la prochaine bande-annonce avec ses jets volants en rase-motte, en appréciant cette musique entraînante, souvenez-vous d'une chose. Vous ne regardez pas seulement. Vous êtes continuellement façonné. Et la guerre ne commence pas à l'écran. Elle commence dans votre esprit, minute après minute. Au moment où vous appuyez sur Start, une voix froide murmure « Vise et tire ». Mais qui tire vraiment ces gâchettes en vous? Vous êtes sur le point de plonger dans la partie 4 de notre récit, où le divertissement cesse d'être simple amusement pour devenir une arme. Tout au long de ce texte, nous allons révéler comment l'armée et les services de renseignement américains sont allés bien au-delà d'Hollywood. Ils ont appris à utiliser les jeux vidéo comme outil de recrutement, façonnant les jeunes esprits avec une précision psychologique. Préparez-vous à remettre en question chaque partie, chaque mission, chaque game over. Ce texte est votre manuel émotionnel pour voir la manette comme un champ de bataille idéologique. Quand America's Army est sorti en 2002, ce n'était pas qu'un simple FPS, First Person Shooter, c'était le premier jeu vidéo officiel créé par l'armée américaine, une expérience sans précédent. Gratuit, coloré, rempli de jets et d'armes réelles, il a été téléchargé par des millions de jeunes. Cela suffirait à en faire un phénomène impactant. Mais ce que vous ignorez peut-être, c'est que chaque élément du jeu a été conçu pour entraîner le comportement du joueur et l'inciter à s'engager. C'est dans America's Army que le tutoriel cesse d'être amusant pour devenir une leçon militaire. Objectif, commande, communication avec les coéquipiers. Presque sans vous en rendre compte, vous apprenez la hiérarchie, la discipline, la tactique. Le jeu vous convainc que voir le monde réel à travers un regard militaire est logique et même héroïque. Mais pourquoi cela importe-t-il? Parce que vous, joueurs, vous vous voyez en soldat. Pas de classe magique ni de chandeliers médiévaux, des uniformes, du matériel fédéral et des missions plausibles. Vous êtes-vous déjà demandé combien de fois par mission vous avez choisi d'obéir ou de désobéir aux ordres? Choix correct, récompense. Choix erroné, échec. Un micro-conflit moral déjà inscrit dans votre conscience. Vous connaissez ce moment où vous décidez d'épargner un ennemi blessé? Il redevient ennemi, et votre manque de discipline est puni. L'empathie devient une erreur de jeu, et ce n'est pas un hasard. C'est un dressage émotionnel. Le contrôle militaire avancé est arrivé jusque dans votre salon. Petite curiosité,
America's Army a été utilisé dans les écoles publiques comme outil de sensibilisation. Il a remplacé les tracts de recrutement à l'extérieur par une bande-annonce dans la salle de classe. Qu'est-ce qui est plus efficace? Un flyer coloré? Ou un soldat à l'écran demandant « Êtes-vous prêt pour la prochaine mission ?» C'était comme vivre une expérience de sélection militaire déguisée en divertissement. Mais l'influence est allée plus loin. Des géants comme Call of Duty et Battlefield ont consulté des officiers militaires pour recréer stunts, uniformes, décors idéaux, le tout avec approbation. Ce n'était pas seulement du divertissement, c'était une mise en scène stratégique, poussant la culture gamer à intégrer un ethos militaire. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi tant de jeux insistent sur la coopération, le sacrifice et l'honneur? Pas simplement parce que cela captive le joueur, mais parce que cela renforce des valeurs qui soutiennent les institutions du pouvoir. Un clic, un frag, un chat d'équipe, tout s'infiltre dans votre façon de penser. Une culture qui valorise la hiérarchie, la conformité et obéir pour une cause supérieure. Combien de joueurs, jeunes, idéalistes, ont troqué un rêve pour devenir soldats? La rupture survient quand des jeux indépendants osent montrer la douleur réelle. Comme This War of Mine, qui vous place au milieu de civils affamés, sans armes, où survivre exige des choix éthiques brutaux. Cette réalité ne plaît pas aux institutions. C'est pourquoi la plupart de ces jeux ont sombré dans l'oubli numérique, sans DLC, sans marketing, sans reconnaissance grand public. Micro-conflit. Vous, joueurs, préférez-vous le FPS glorieux avec musique épique ou la simulation cruelle de la réalité urbaine? Quelle narration vous apporte le plus de réconfort, le sentiment d'être un héros ou l'angoisse du survivant? Et quand cette culture gamer se mêle aux mèmes et aux réseaux sociaux, transformant les soldats en influenceurs avec des millions de followers, la narration militaire devient virale. Avez-vous pensé que le recrue la plus engagée peut être celle qui poste un selfie au front, rémunérée par l'armée? Oui, le marketing militaire a vite compris. Le recrutement est sur TikTok, Instagram, YouTube. Mais il y a résistance. Des streamers qui dénoncent la violence réelle, des utilisateurs qui créent des mods, des communautés qui essaient de montrer l'autre côté. Cela fait du bruit, un choc contre la propagande. Pourtant, pour chaque mode dénonçant un massacre civil, il y a une non-viralisation. Le système filtre le silence. Vous entrez dans le lobby, sélectionnez votre partie, chargez les munitions, et la question surgit. Qui joue avec vous? Et que veulent-ils que vous pensiez une fois la console éteinte? L'histoire des jeux vidéo a montré que le divertissement peut devenir un formateur émotionnel, modulant votre vision du monde sans que vous vous en rendiez compte. C'est un signal d'alerte pour nous et pour les générations à venir, qui vivent connectés par les écrans. Alors, n'est-il pas temps de regarder la manette autrement? Saviez-vous que, au cours des 5 dernières années, plus de 70% des documentaires sur la technologie militaire ont bénéficié d'un soutien ou d'une relecture militaire avant leur diffusion? Et pire encore, la plupart d'entre eux ne l'ont même pas clairement indiqué. Commençons par là. Au moment où vous appuyez sur Play pour regarder un documentaire sur les drones, les satellites ou les opérations spéciales, vous êtes probablement déjà en train de consommer une narration façonnée, souvent sans le savoir. C'est comme visiter une exposition d'art sans jamais voir la plaque avec le nom de l'artiste, ni comprendre quelle censure a eu lieu en coulisses. Mais qui décide de ce qui mérite d'être mis en avant? Qui choisit le ton, le montage, les omissions? Au cours des dernières décennies, le département de la Défense, DoD, et les agences de renseignement américaines ont tissé un lien discret avec les créateurs de contenus informatifs. Ce n'est pas une conspiration. C'est du financement, de la logistique, un accès à des images réelles, des enregistrements militaires confidentiels. Ce soutien transforme les contenus en version officielle, avec un ton autorisé, légitime et fonctionnel. Ce sont des documents visuellement impeccables, mais avec une narration préapprouvée. Jusqu'ici, nous avons vu de la propagande dans les films, les jeux vidéo et les séries. Dans ce secteur, le terrain masqué est la non-fiction, où la vérité semble nue,
mais porte un gilet pare-balles militaire. Et nous avons été engagés, crus, absorbés. Mais voici un fait inattendu qui vous fera réfléchir à 2 fois. Une étude de l'Université de Berkeley, en 2023, a analysé 50 documentaires militaires populaires et découvert que 92% d'entre eux omettaient toute référence aux critiques internationales ou aux violations des droits humains liées aux missions couvertes. 6 documents sur 7 présentaient un nettoyage éditorial presque chirurgical, aligné sur l'image du DoD en tant que sauveur global. Et, curieusement, presque aucun ne mentionnait le soutien reçu en coulisses. Pouvez-vous faire confiance à ce que vous voyez lorsque le narrateur commence par « avec un accès spécial des forces armées » ? Ou cet accès comporte-t-il des clauses silencieuses qui définissent la ligne éditoriale ? L'un de ces documentaires en vedette est Guardian Skies, sorti en 2022, qui dépeint les centres de commandement de drones au Moyen-Orient. La production a reçu des images réelles des sessions de prise de décision, des vols, de la télémétrie, une expérience immersive. Le choc est venu lorsqu'un journaliste d'investigation a remarqué que les interviews d'analystes civils affirmant que les drones causaient des victimes collatérales invisibles avaient été complètement retirées. Après la dénonciation, le producteur a confirmé que ces séquences n'avaient pas été incluses pour des raisons d'équilibre narratif. Un euphémisme sophistiqué pour dire « cela ne correspondait pas à l'image que nous voulions transmettre ». Alors, pourquoi cela vous concerne-t-il ? Parce que ces éléments construisent votre vision du monde réel, des guerres, de la défense nationale, de la technologie létale. Et pire encore, ils définissent ce qui est imaginable, ce qui est acceptable selon vous. Qu'en est-il de la vie quotidienne des civils ? Une enquête récente du Pew Research Center a révélé que 64% des adultes américains croient que les drones opèrent avec une précision chirurgicale. Mais seuls 12% savent combien de morts civiles ont été associées à ces missions. Autrement dit, on nous pousse à croire en l'efficacité, sans vraiment comprendre l'ampleur des impacts. Nous absorbons des narrations, des figures héroïques et des données incomplètes. Mais cela façonne notre opinion de manière presque invisible. La question qui se pose est « qui profite de cette croyance ?» La réponse se trouve dans une autre statistique frappante. Le budget publicitaire gouvernemental pour les forces armées, incluant recrutement et contenu multimédia, a dépassé 4 milliards de dollars en 2024. Cela inclut la publicité dans les écoles, les plateformes digitales, les médias traditionnels et des partenariats avec des producteurs qui bénéficient de jets, d'un accès exclusif aux bases aériennes et à des experts militaires. Est-ce un profit audiovisuel ou une propagande déguisée en information? Chaque boucle de drone dans une vidéo peut cacher des lignes de scénario régulées. Maintenant, préparez-vous pour une histoire vraie, issue du quotidien d'une journaliste freelance couvrant la guerre. Lors d'un des plus grands festivals de documentaires au monde, elle a présenté un projet sur des maisons détruites à Gaza, avec les témoignages de familles entières ayant tout perdu. Le projet a reçu des éloges, jusqu'à ce que les producteurs soient invités à retirer du matériel sensible, concernant des images d'enfants, pour éviter des conflits diplomatiques, alors que des scènes de commando militaires étaient maintenues. Le projet a perdu son financement et a été purement et simplement exclu. La justification ? Aucune garantie d'accès à l'avenir. En d'autres termes, tourner avec un accès militaire vaut beaucoup plus que montrer la vérité brute. Vous voyez un schéma ? La narration officielle achète l'exclusivité et fait taire les inconforts. C'est l'apparence du consentement emballée dans un « racontons cela de la bonne manière ». Mais ce n'est pas tout. Les réseaux sociaux et les plateformes de streaming agrègent ces contenus avec des algorithmes qui priorisent la pertinence et les vues élevées. Le jeu se renforce tout seul. Contenu avec jets, explosions, drones, équipements furtifs et sans débat critique gagnent en visibilité. Le clip officiel du nouveau chasseur atteint des millions de vues, tandis qu'un jeu indépendant sur la survie civile peine à rassembler quelques centaines.
Si vous n'avez jamais vu le côté B de l'histoire, pouvez-vous croire que c'est l'histoire entière, ou juste une partie soigneusement mise en scène? Ces engrenages, au final, façonnent la culture, façonnent l'opinion, façonnent le consensus politique. Et c'est là que réside l'urgence. Plus nous normalisons la narration militariste comme une évidence, plus il sera difficile de soulever des questions sur les budgets, les interventions, les technologies de surveillance. Vous êtes-vous déjà demandé qui contrôle les images que vous consommez? Êtes-vous prêt à demander plus de transparence, à ouvrir le débat sur la responsabilité dans les documentaires, à exiger un étiquetage clair des parrainages et des accès militaires? Imaginez être une voix solitaire sur une scène où le public a déjà été instruit à applaudir avant même que le spectacle commence. Imaginez tenter de montrer un angle caché et être constamment coupé, discrédité, marginalisé ou simplement effacé. C'est le poids que portent journalistes, cinéastes, activistes et même certains militaires dissidents qui osent défier le scénario officiel du département de la Défense des États-Unis. Dans l'univers soigneusement chorégraphié de la propagande militaire, les voix dissonantes sont, par définition, une menace, non seulement pour la narration dominante, mais pour le fonctionnement même de l'appareil de pouvoir qui contrôle l'information. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi nous voyons si rarement des films ou documentaires exposant les erreurs, les échecs ou les tragédies causées par les opérations militaires? Pourquoi la version officielle est-elle toujours celle qui renforce l'héroïsme, la précision chirurgicale et la bienveillance des États-Unis? La réponse ne réside pas seulement dans l'accès que le gouvernement accorde, mais dans la ligne subtile, mais implacable, qui divise ceux qui peuvent parler et ceux qui doivent se taire. C'est ici que commence la lutte invisible mais féroce, le combat entre le pouvoir des images autorisées et le cri silencieux des récits marginalisés. Un des cas les plus emblématiques de cette bataille est celui de la journaliste Naomi Klein, qui a tenté de produire un documentaire détaillé sur les effets secondaires des opérations militaires dans les territoires occupés. Malgré des preuves solides, le film a fait face à des blocages financiers, des menaces voilées et des boycotts dans les festivals de cinéma. Le récit non officiel n'avait pas sa place dans le circuit dominant, simplement parce qu'il menaçait le consensus construit. Mais elle n'est pas seule. Des activistes numériques et des groupes indépendants utilisent les réseaux sociaux pour créer des refuges où la vérité peut émerger par fragments. Vidéos amateurs, témoignages civils, photos fuitées. Cette guerre parallèle est cependant silencieuse et inégale. Tandis que les grands studios disposent de ressources multimillionnaires, les dissidents dépendent de la précarité des plateformes digitales où les algorithmes peuvent cacher leur contenu par manque d'engagement. Vous êtes-vous déjà demandé à quoi ressemblerait un monde où l'accès à l'information serait vraiment démocratique? Où toutes les voix auraient le même droit de s'exprimer? C'était une question qui, jusqu'à récemment, semblait plus relevée de l'idéal que de la réalité, car le contrôle des images, des mots et des sons était presque exclusivement monopolisé par le pouvoir. Mais si je vous disais que ce monopole commence à s'effondrer? Au cœur de cette transformation se trouvent les technologies disruptives, smartphones équipés de caméras puissantes, plateformes de diffusion en direct, cryptographie, réseaux décentralisés. Aujourd'hui, tout soldat, civil ou journaliste peut enregistrer, monter et publier des images qui révèlent des scènes que la narration officielle tente de cacher. Par exemple, lors des manifestations contre la présence militaire dans plusieurs régions du monde, des images filmées par des habitants locaux ont circulé à l'échelle mondiale, montrant des affrontements, des abus et des destructions que la presse traditionnelle a ignorés ou minimisés. Ces images ont déclenché des débats internationaux, des sanctions économiques et même des enquêtes par des organismes indépendants. Mais alors surgit une question inévitable. Comment les structures de pouvoir tentent-elles de neutraliser ce type de résistance? La réponse passe par la censure digitale, les campagnes de désinformation, voire les menaces directes.
Les reportages indépendants sont piratés, les journalistes persécutés et les récits alternatifs discrédités comme des fake news. Un jeu sale où la vérité est le prix le plus difficile à conquérir. Dans ce climat tendu, émergent aussi les lanceurs d'alerte, ceux qui, même au sein du système, choisissent de briser le silence et de dénoncer les manipulations. Edward Snowden, Chelsea Manning et d'autres sont des exemples emblématiques de personnes qui ont défié le système derrière l'appareil de sécurité. Ces figures ont révélé au monde des secrets qui auraient dû rester cachés, exposant l'usage de la propagande militaire pour manipuler non seulement les ennemis extérieurs, mais aussi la propre population américaine. Mais quand ces révélations émergent, quel est leur impact réel? Comment le public traite-t-il ces révélations? Le rideau de la propagande s'ouvre-t-il vraiment? Ou échangeons-nous simplement une version officielle contre une autre, toujours filtrée et contrôlée? Ce doute est le micro-conflit qui traverse toute la lutte pour la transparence et la vérité dans le champ de la propagande militaire. Que signifie tout cela pour vous, qui consommez quotidiennement images, informations et divertissements? Cela signifie que la guerre n'est pas seulement sur des champs éloignés, mais dans l'esprit de chaque spectateur. Une guerre où l'information est l'arme la plus puissante, et la conscience critique, le bouclier le plus nécessaire. C'est pourquoi, plus que jamais, nous devons comprendre que la narration officielle n'est qu'une version, et qu'il en existe d'autres, cachées, marginalisées et réduites au silence. Alors, comment pouvons-nous ouvrir cette fenêtre sur le monde réel? D'abord, en cherchant des sources indépendantes. Ensuite, en questionnant ce qui paraît naturel ou évident. Puis, en soutenant ceux qui risquent leur carrière pour montrer l'autre côté. Et enfin, en exigeant transparence et étiquetage clair des contenus financés ou influencés par des intérêts militaires. Quel sera l'avenir de la narration militaire dans un monde où l'information est de plus en plus fragmentée et disputée? Les voix dissonantes réussiront-elles à briser le cycle de la propagande officielle? Ou serons-nous tous prisonniers d'une dramaturgie soigneusement scénarisée? Depuis le début de ce parcours, vous avez été invité à voir au-delà de l'évidence, à remettre en question des certitudes apparemment incontestables, à douter des images officielles et des voix qui ont historiquement monopolisé la scène de l'information militaire. Maintenant, alors que nous arrivons à la conclusion de cette série, il est temps de faire face à la plus grande question. Comment briser le cycle presque sans fin de la propagande d'État, afin que la vérité puisse émerger avec force et liberté? La réponse, comme nous l'avons déjà indiqué, n'est pas simple. Il n'existe pas d'interrupteur qui désactive instantanément la machine de contrôle des récits, ni de manuel définitif pour la démocratie de l'information. Ce qui existe, cependant, c'est une combinaison puissante, dont vous êtes une pièce essentielle. Avant tout, il faut comprendre que la propagande militaire va bien au-delà de la simple manipulation technique d'images ou de discours. C'est un engrenage stratégique, profondément imbriqué dans les structures politiques, économiques et culturelles qui soutiennent le pouvoir. Le récit officiel est en réalité un produit sophistiqué, créé pour façonner les perceptions, orienter les émotions et contrôler le débat public. Mais voici l'espoir. Toute machine, aussi complexe soit-elle, peut être démontée lorsque les gens prennent conscience de son fonctionnement. Qui sont ces personnes? Ce sont des journalistes courageux qui risquent tout pour révéler le côté caché. Des producteurs indépendants qui refusent les compromis faciles, des activistes qui utilisent la technologie pour abattre des barrières invisibles, et surtout, des spectateurs critiques, des individus comme vous, qui refusent d'accepter une version unique de la réalité. Vous avez déjà remarqué comment cette résistance prend forme. Des récits venant des zones de conflit, des images non autorisées, des dénonciations qui brisent le silence officiel. Ces fragments composent un mosaïque imparfaite mais fondamental pour que la société puisse construire sa propre compréhension. Mais la question demeure. Sommes-nous prêts à relever ce défi? Car démanteler le récit officiel exige plus que l'accès à l'information.
Cela demande du courage pour affronter l'inconfort, pour remettre en question nos propres convictions, pour écouter des voix qui contredisent nos croyances. Avez-vous déjà pensé au nombre de fois où vous avez évité un sujet parce qu'il semblait trop complexe ou trop dérangeant? Ou combien de fois vous avez préféré la sécurité de l'histoire traditionnelle à la réalité brute? C'est justement cet inconfort que la propagande cherche à éviter. Après tout, une opinion formée dans le confort est une opinion facile à manipuler. Maintenant, imaginez le contraire. Une société où l'information circule librement, où le débat est authentique, où la complexité est accueillie et non redoutée. Une société capable d'exiger la transparence de ses dirigeants, de questionner l'origine des images et des récits, et de reconnaître les manipulations pour les rejeter. Ce futur est possible et commence ici, maintenant, dans la décision individuelle de chercher la vérité et de partager cette quête. Ne pensez pas que ce combat est lointain ou abstrait. Il est présent dans votre fil d'actualité, sur les plateformes que vous fréquentez, dans le contenu que vous choisissez de consommer ou d'ignorer. Il est dans les conversations avec vos amis, votre famille et vos collègues. Il est sur les réseaux sociaux, où chaque clic peut renforcer un récit ou aider à le déconstruire. C'est pourquoi ceci est une invitation, pour que vous deveniez un acteur actif dans la transformation du récit militaire, pour consommer avec conscience, pour soutenir les créateurs indépendants, pour questionner sans cesse et encourager des débats ouverts. Et si vous êtes ici, c'est parce que ce message résonne en vous, parce que la quête d'une vérité plus complexe, humaine et moins scénarisée, est ce qui nous relie. Avant de conclure, réfléchissez. Que pouvez-vous faire aujourd'hui pour amplifier cette voix critique? Quel dialogue pouvez-vous engager? Quel contenu pouvez-vous partager? C'est ainsi que, ensemble, nous commençons à briser le cycle de la propagande. Si ce contenu vous a offert de nouvelles perspectives et suscité des réflexions profondes, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochains épisodes, où nous continuerons à dévoiler les coulisses des récits qui façonnent le monde. Aimez cette vidéo afin que davantage de personnes puissent recevoir ce message essentiel. Et surtout, laissez un commentaire. Je veux connaître vos opinions, vos questions et les sujets que vous aimeriez voir explorés. Votre voix compte et fait toute la différence. Merci d'avoir consacré votre temps à ce voyage. Votre quête de vérité est la lumière qui peut illuminer les recoins sombres des récits officiels. Préparez-vous, car le prochain contenu approfondira encore plus ces thèmes, révélant des histoires que peu osent raconter et ouvrant de nouvelles voies pour comprendre ce qui se passe réellement derrière les caméras. Restez avec nous. La vérité est en construction et vous en êtes une pièce essentielle. Ainsi, nous concluons ce chapitre fondamental de la série The US Government's Not So Secret Propaganda Department, un voyage qui, je l'espère, a suscité non seulement la connaissance, mais aussi le courage nécessaire pour questionner, réfléchir et agir. À la prochaine vidéo.